Transformons les carnets. Alors, on est vendredi, 9h27-28 du matin. Revenir en arrière, 24 heures pile. J'étais en train de discuter avec un copain de La Rochelle. On parlait narration, on parlait monologue, on parlait construction. Ça faisait un moment qu'on parlait. Et comme on s'était mis sur Zoom pour se voir, quoi, tout simplement. Et moi, par défaut, le Zoom est en position enregistrée. Alors qu'il était hors de question, bien sûr, de une conversation pour nous deux. Et tout d'un coup, alors qu'on avait raccroché, voilà ce qu'il me dit. Là, je voulais vous faire écouter juste les premières secondes de sa question. Pourquoi ? Eh bien parce que ça fait 24 heures exactement, que je vis dans cette question. Alors, j'allais pas le garder 24 heures au téléphone pour lui répondre. Et attends que je réfléchisse. Mais il n'y a pas d'autre moyen que le faire ici, là, ensemble. De toute façon, c'est pas une question qui concerne que moi. Regardez, je vous le lance. Ça part. Question bête, François, comme on est tous les deux, là. Quand tu lis comme ça, là, tu as aussi, je veux dire, c'est une question vraiment bête, hein, je vais te poser, mais tu as la compréhension du texte en même temps que la vision graphique des... Ah, vous avez bien entendu. Qu'est-ce qu'il me demande ? Quand tu lis, tu comprends ce que tu lis ? Tout d'un coup, tu as le monde qui tombe. Et je lis, mais je comprendrai rien à ce que je lis. Après, non, c'était pas vraiment ça la question. C'est de dire, est-ce qu'on lit dans un texte l'histoire que ça raconte ? Alors évidemment, moi, la magie de la lecture, quand ça s'est installé, j'allais dire avant même de savoir lire, oui, puisqu'il y a encore prégnance là de choses orales, mais ensuite toute l'enfance avec la myopie, et puis là dans un petit village, j'en ai parlé plein de fois, ouais, tu montais d'un vieil arbre mort, un vieux cerisier perdu, par-dessus le mur, tout au bout, tu voyais une autre ligne d'ombre, c'était la mer, tu ne savais pas ce qu'il y avait au-delà, c'était tout plat, mais le monde... Qu'est-ce qu'on en savait ? La télévision n'était pas arrivée. Les livres, les journaux, c'était en noir et blanc. Donc, la lecture est venue là pour faire exister le monde, faire exister le fait que tu avais beau regarder, tu voyais rien. Et là, de toutes les marches successives, puis il y a eu Jules Verne, il y a eu Edgar Poe, ensuite il y a eu Stendhal, il y a eu le Grand Maune, ensuite est venu Balzac. Donc j'ai toujours été dans la lecture linéaire. Je dois tout à la lecture linéaire. La définition du roman, pour moi, d'Alembert, un livre qui demande qu'on le lise vite. Je n'ai jamais trouvé mieux que ça pour la définition du roman. Et même là, depuis quand j'ai commencé à écrire, relire Dostoïevski, relire Tolstoï, relire Dickens, et puis Proust. Donc Proust, voilà, ça a mis 2 ans, j'arrivais pas. Et puis hop là, le moment où c'est parti, ça a été 4 mois, mais 4 mois de lecture là, et hop, dans cette continuité, jusqu'à la boucle. Tu peux pas lire Proust sans linéarité. Et si là, depuis 40 ans, c'était cette première lecture, je le sais exactement au jour près, mais à chaque année, quand je me reprends là, mes 15 jours ou 3 semaines de Proust, même si je parle à tel endroit de la grande boucle, c'est hop là, dans un moment linéaire de cette boucle. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que quand je lis, c'est là où je lui ai donné raison immédiatement, et que je le vis comme douloureux, et que je le vis dans le doute, et que je le vis comme une question où là, c'était tellement important de prendre un petit moment. Est-ce que je lis l'histoire ? Et encore mieux que ça, sous sa question. C'est pour ça que, même en se connaissant bien, enfin, je ne sais pas si on se connaît bien, est-ce qu'on peut se connaître bien quand il s'agit d'écrire. Ce qu'il me dit, je ne dis pas son prénom, pourtant ça me bouille de le dire. Mais la question, est-ce que tu comprends ce que tu écris ? Mais la question, c'était, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu comprends quand tu lis ? Avec immédiatement ce qu'il pose là en arrière-fond, les éléments là qui
pour nous, sont la grammaire de lecture en tant qu'elles sont mettre à jour les éléments d'écriture qui ont conduit à cette linéarité de la lecture. Et là, ça oblige à remonter longtemps en arrière. C'est-à-dire à quel moment, pour moi, les textes sont devenus cette fragmentation et cette invention. Et à quel moment, quand on lit, quand je lis, ce que je lis, c'est la composition du texte. Alors évidemment, on a des immenses précédents, d'Edgar Poe encore. Le Corbeau et la genèse d'un poème. Et tout d'un coup, là, quelque chose bascule. Et pour moi, c'est une bascule, c'est pas forcément le plus grand texte là-dedans, mais c'est le texte le plus explicite, là. C'est-à-dire, je vous explique rétrospectivement comment s'est forgé ce texte. Sauf qu'a priori, c'est une fiction. Et le mot rétrospectivement, là, pour moi, ça a été l'autre grande bascule, mais la bascule, alors que déjà, j'entrais, moi, dans l'écriture. C'est-à-dire, c'est ce moment-là, au début de La Prisonnière, le narrateur, qu'on n'a jamais vu ni apprendre, ni jouer du piano. Et pourtant, il nous semble connaître toute sa vie heure par heure. Voilà que simplement, il fait un truc qui est réservé en 3e année, 4e année, 5e année de conservatoire. Il a mis une partition d'opéra de Wagner sur son piano et il l'a réduit, disent les musiciens. Il la joue à 2 mains. Donc il joue une partition avec tout un tas d'instruments, tout un tas de portées, et tout en jouant en Wagner, en faisant cette réduction à vue, vocabulaire de 5e année de conservatoire, eh bien, il pense à Dostoïevski, et il pense au côté foutraque de Dostoïevski par rapport au côté linéaire de Tolstoï, la composition opératique de Tolstoï, alors que Proust, lui, nous emmène beaucoup plus dans les salons, par exemple, dans des constructions très Tolstoï, et en quoi, pour lui, la littérature, sa passion, c'est Dostoïevski. Et donc, il a ce mot rétrospectivement. Et il glisse de là à qui ? À Balzac. Ce moment où tous ces textes, études sociales, études de mœurs, scènes de la vie privée, scènes parisiennes, la campagne, etc., tout, Balzac a publié, republié, revend à chaque fois, puisqu'il signe pour 2500 exemplaires d'un tirage, ou pour une durée de 2 ans ou 3 ans ou 5 ans. À chaque fois, il reprend et il va revoir un autre éditeur, Verdet ou un autre, et il reprend. C'est republié en tant qu'œuvre complète, ce qui a déjà été publié, sauf que lui revient et augmente, et révise, et donc l'œuvre se produit elle-même à mesure qu'elle se réimprime. Et comment lire Balzac autrement que dans cette fabrication ? Et puis Proust là, revient avec ce mot rétrospectivement, c'est-à-dire que c'est écrit aux 2/3, et là, Balzac a ce regard sur ce qui a été écrit et comprend le retour des personnages, va réaménager là le retour des personnages et appelle l'ensemble de son travail. Attention, il y a eu Horace de Saint-Aubin, il y a eu encore un autre Avatar, là, je ne sais plus le nom, et puis ensuite Honoré Balzac commence à signer Honoré de Balzac, et donc c'est une partie spécifique là de ce qu'il a développé à plusieurs étapes de sa vie, et il dit ça s'appelle la comédie humaine, et il écrit l'introduction à la comédie humaine. Mais il y a ce rétrospectivement. Alors, si je cherche dans mon histoire de lecteur, je crois que par exemple, il y a une grande coupure. Après la première, en gros, j'arrête de lire. Par contre, il y a la découverte des surréalistes, là, juste en révisant le bac en terminale. Et disons que c'est plutôt, alors justement, peut-être après la terminale et quelques mois, c'est cette période-là, bosser en usine, déménager, s'installer à Paris, et puis finalement, arrêter ce boulot, ou du moins dès les derniers mois de ce boulot, Proust, je l'ai lu à Bombay, je travaillais encore pour cette boîte, dire maintenant je m'offre là l'écriture. Ça va durer le temps que ça peut, mais au moins. Et là, évidemment, tout d'un coup tu bascules dans non pas
lire un livre, mais faire écart, ou en tout cas associer à ta lecture le mode autoréflexif qui est de dire comment ça s'écrit. Et comment ça s'écrit, là, à partir de ce moment-là, je crois que j'ai jamais cessé de trouver les pistes pour le nourrir. Ouais, ça a toujours été un monde, là, par exemple, que si j'installe là, des repères, le choc du journal de Kafka. Le journal de Kafka, je l'ai lu avant sortie d'usine, dans cette période où je commençais vraiment à tenir des cahiers, et je connaissais tout Kafka. J'avais lu justement ces lectures fondamentales là entre la seconde et la terminale, le procès, le château, pas encore l'Amérique, mais bien sûr colonie pénitentiaire, bien sûr métamorphose et d'autres, mais le procès et château, c'était déjà pour moi 2 ébranlements considérables. Et puis tout d'un coup, vient le journal. Tu vois 10 fois, 12 fois, 14 fois le même tome. Quelqu'un rentre dans sa chambre ou quelqu'un se réveille. L'autre choc aussi, c'est Flaubert. Flaubert, bizarrement, autant il y avait eu Stendhal, Balzac, Flaubert était resté à l'écart. Ou alors, probablement j'avais traversé, mais bon, ça m'était tombé des mains. Oui, mais quand je recommence à le lire, là, quand je commence à le lire, dans cette période, en 76, 23, 24 ans, cette question de l'âge, c'est important aussi. Qu'est-ce que je lis ? Je lis en même temps la correspondance. Et là, encore, j'ai la trace, avec mes premiers droits d'auteur, la sortie d'usine. Il y avait une anthologie, ça s'appelait Préface à une vie d'écrivain, quelque chose comme ça. Et c'est un gros ensemble de 400 pages qui était au Seuil, où c'était des extraits de la correspondance. Donc ça parle d'écriture, ça parle d'écriture, ça parle de... Quoi ? De qui dans une page ? Et donc avec mes premiers droits d'auteur, le chèque de Lindon, 3500 francs, donc j'achète un frigo parce que j'en avais jamais eu. Oui, il était petit, puis il était d'occasion. Et puis je me dis, bon, de toute façon, ça va pas durer longtemps cette joyeuse vie, autant qu'il y ait quelque chose qui me reste, et j'achète 1600 balles, la moitié, les offres complètes de Flaubert, Club de l'Honnête Homme, en 16 tomes, il n'y avait pas encore les Pléiades à l'époque, en tout cas il n'y avait pas la correspondance en Pléiades, et donc je lis l'intégrale de la correspondance de Flaubert. Or Flaubert, lui, il construit en scénario, en plan, mais qu'est-ce qu'il construit ? Il construit aussi sa routine d'écriture, c'est-à-dire les 2 mois de documentation, la première phase là, qui s'écrit en un soir et puis qui va faire 7-8 pages, parce que c'est 3 heures par jour, enfin en général entre 23h à 2h du matin, là, et puis ensuite il écrit les lettres là, pour, comme il dit... parce qu'il s'est monté le bourrichon, donc il faut bien que, ça a une phase là, comme ça comme font les plongeurs sous-marins, vous savez, là, tu remontes par palier de décompression. Et ce que je ne pouvais pas répondre à Brûle pourpoint lors du coup de fil, même si c'est venu après, j'ai pas mal bafouillé, mais que le livre est toujours une violence empirique. C'est-à-dire, sortie d'usine, ça a commencé une nuit par écrire des souvenirs de peur et de blessures. Il y en avait 3 qui se mêlaient. Un truc de lycée technique à Bordeaux, un gars qui se tenait la main comme ça, avec là le truc, là, un tour, là, qui avait, tu voyais la chair là, comme ça, et le prof là, qui l'emmenait à toute allure vers... donc c'est un texte là, qui est resté tel quel quasiment dans Sortie d'usine. Ça s'appelle Le Cri. Puis il y en avait 2 ou 3 autres. Et cette petite boule-là, ensuite, elle a progressé par en étoile. Et là, évidemment, la composition du procès de Kafka, avec le début et la fin qui sont fixes, le milieu qui est fixe. Le rêve dans la cathédrale. Mais pourquoi Kafka voulait pas les publier ? Il le dit dans sa... Parce que les chapitres pouvaient être interchangeables. Et lui, ça lui semblait une loi. C'est-à-dire la conversation avec l'avocat, la rencontre avec le peintre, assister à une séance du tribunal... qu'on le mette ici ou qu'on le mette là, pourvu que le début, la fin et le milieu soient pareils. Or lui, comment comprendre ça ? C'était un échec. Il le vit comme un échec par rapport à des modèles. Bon, il a Stendhal et Balzac, lui aussi. Mais il a Dickens. Et dans Dickens, tu peux pas intervertir l'ordre de chapitre. En plus, c'est composé, là aussi, comme
passionnant de lire en quoi Dickens, dans les mois qui précèdent la parution du feuilleton, il y a l'impossibilité d'écrire, et puis vraiment, quand tu es contraint. Alors, sortie d'usine, pour moi, c'était ça l'expérience, c'est-à-dire des bouts d'écriture, des bouts de scène, la nuit, la grève, le trajet pour venir. Et au bout du compte, tu vois tous ces fragments qui commencent à s'installer, à fabriquer quelque chose qui serait plutôt... Tu mimes ça avec la tragédie. J'écoutais beaucoup les quatuors de Beethoven aussi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tout d'un coup, ces fragments commencent à danser, à s'assembler dans l'espace, et arrive le linéaire. Et pour moi, le linéaire est toujours une conclusion. Et il m'a fasciné aussi, par exemple, Céline, qui était pour moi un grand autorisateur de la prose. Cette corde à linge tendue au-dessus de sa table à écrire, tu écris un morceau, tu mets une pince à linge, tu le mets là, et puis l'autre, donc tu sais que lui viendra plutôt après dans le livre, etc. Donc la linéarité, c'est la corde à linge. Et les liasses, elles sont là, et tu veux retravailler tel passage, ok, tu décroches la liasse, tu la réécris, tu la remets, puis après tout ça s'en va chez la personne qui va, moyennant finance, la lui dactylographier. Alors, est-ce que j'ai jamais écrit linéairement ? Peut-être mon troisième bouquin, Le crime de Buzon. C'est le deuxième, c'est maintenant, je l'ai republié, ça s'appelle Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Attendez, je vais vous le montrer. Non seulement j'ai recopié à la main, limite, mon deuxième livre, plutôt que de le scanner, mais, puisque ça s'écrivait à la machine à écrire, encore pas à l'ordinateur, mais à mesure que je le recopiais, j'installais ce dont je me souvenais de l'écriture. Et ça a donné, là, maintenant, alors, super belle édition cartonnée, le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire, c'est-à-dire c'est limite, plus ce commentaire sur le making-of tout du long de l'écriture de Limite. Pour moi, c'était quelque chose qui se révélait, mais qui se révélait sur toute la surface. Alors tu avances monologue, mais à mesure de ces phases, les solos des personnages, là encore, l'histoire est une résultante. Alors après, évidemment, il y a une autre grande bascule. Tout ça, moi, j'aurais été bien incapable de le formuler. Je pense même que j'ai eu une période, pas noire, mais à un moment donné où, précisément, ce dont on ne se rendait pas compte, ceux de ma génération, c'est que tous les 2 ans, t'amenais un livre. Tout était bien, t'avais la presse littéraire, la critique, t'avais les émissions de radio, t'avais un réseau de librairies là, qui s'entraidaient les unes les autres. Et petit à petit, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf que ce monde, aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines. En tout cas, peut-être pas le nombre de livres total, là c'est toujours pareil, mais c'est un tout petit nombre d'ouvrages là qui arrivent à tenir ce truc-là, et tous ces auteurs comme je pouvais être, mais c'est plein de noms que je ne donnerai pas ici, là où tu vendais 15 000, 20 000, et ça te permettait de tenir globalement, en même temps, ouf, j'ai fait de la radio, qu'est-ce que ça me sauve aujourd'hui ? Je peux faire des films pour Arte, ça me sauve aujourd'hui. Mais ce qui était juste là, des choses entre 2 livres, globalement, avec 14 000, 18 000 exemplaires, Rolling Stone s'est monté beaucoup plus haut, Daewoo un tout petit peu plus haut aussi, mais sinon c'était toujours là, même dans les derniers, Autobiographie des objets, c'était 12 000, quelque chose comme ça, mais globalement t'arrivais à entretenir cette espèce de roue, tu sais, comme les roues des cochons d'Inde, là, dans les jardineries, là, on était ça, mais la fonction du roman, la fonction de l'écriture, elle, on ne s'apercevait pas que ça volait en éclats. Et moi, là, maintenant, je l'ai republié par honnêteté. J'appelle ça Berlin 1988. Je suis aussi en train de le passer en cartonné. Ne cherchez pas sur le site, là, en ce moment. Il n'est pas en vente. Mais je crois que là, tout d'un coup, pour moi, ça a été la bascule. Et bizarrement, ça a commencé, en gros, un petit peu plus tard, 93, avec le début des ateliers d'écriture. Oh, qu'est-ce que c'est, les ateliers d'écriture ? Tu te lances dans précisément une lecture
C'est-à-dire, tu amènes, je vais prendre espèce d'espace. Prends mon bon vieil espèce d'espace comme exemple. Tu prends, là, exercice pratique de Pérec. Ou tu prends lieu où j'ai dormi. Et quand tu parles, mais est-ce que tu le présentes comme exercice? Non. Tu dis, voilà pourquoi Pérec, son père mort en 1940, un des premiers morts de la guerre, c'est ces juifs d'Europe centrale qui, plutôt que l'exil, s'engagent dans l'armée française et qu'on envoie se faire trucider. Là. Et puis sa mère, dans la rafle, en 1942, et qui fait que le gamin part là, à la gare de Lyon pour être trimballé dans le Vercors, dans l'Ariège, dans tous ces départements, la Saint-Chély-d'Apcher, les Cévennes, etc., pour être dans des établissements privés catholiques là, qui se repassent les gamins sans cesse pour brouiller les pistes. Comment pour lui ça n'aurait pas été brouillé? C'est-à-dire, sa biographie jusqu'à ses 13 ans, incapable de resituer dans quelle ville c'était, dans quel ordre c'était le passage de ville en ville. Donc, à 32 balais, il commence d'écrire cet inventaire des lieux où il a dormi. Mais tu ne peux pas comprendre la nécessité de ce texte sans passer par la biographie de Pérec. Pourquoi pour lui? Ce côté pragmatique, c'était une nécessité là de survie. Et là, quelle que soit cité en prison, centre de jeunes détenus à Gradignan, paf, en gros, tu as 8 minutes possibles d'écoute. Donc tu as intérêt à produire ça. En école d'art, je parlais en général 50 minutes. Des fois, il m'arrivait de déborder une bonne heure, mais l'atelier durait 3 heures. Et ensuite, il y a le temps individuel d'écriture. Mais toi, déjà, ce que tu as produit, c'est un protocole. C'est-à-dire tu as lancé cet outil qui va permettre qu'on écrive depuis cet endroit-là. Comment ça ne m'aurait pas déplacé? Avec près de 30 ans de pratique des ateliers d'écriture, dans un univers... Pourquoi je continue? Je continue justement parce que maintenant, j'ai besoin de le formuler, de le structurer, même si c'est maintenant, ça commence à être bien en place. Mais je veux toucher les parois, je veux que ce soit clair maintenant, cette grande fresque. Après, je serai en paix. Et puis, vient ce moment où, à Sciences Po, c'était 2 heures. Tu parles 20 minutes, 35-40 minutes d'écriture, mais il reste 30 minutes où on va lire. On ne lira pas les textes de tout le monde. En ce moment, je fais ça le mardi soir là, avec les copains de Tiers Livre, parce que besoin de comprendre là aussi ce qui se passe. C'est-à-dire ce fétichisme de l'écriture. Ah, c'est du brouillon, ah, c'est du premier. Ouais, mais si tu travailles en musique, si tu travailles en peinture, si tu es en répétition de théâtre, tu ne fétichises rien de ce qu'est le travail. Et je pense qu'en écriture, on a toujours eu besoin, toi, quand c'est toi, j'ai pas d'inspiration, allez. Page blanche. Non, c'est comment c'est inventer ce qu'on est en train de lire. Donc pour moi, l'atelier d'écriture, dans ce moment qui est le plus intense, et en école d'art, si c'était 3 heures, c'était les 50 dernières minutes. Au-delà, bon, se concentrer, c'est pas fastoche. Mais j'ai appris ça aussi. C'est-à-dire que petit à petit, par exemple, j'ai appris des trucs. C'est-à-dire, en général, je ferme les yeux, en général, je tourne le dos, je me concentre sur le truc. Et puis, tu apprends aussi à chasser. C'est-à-dire, tu vas entendre 15 textes en 45 minutes. Tu cultives la surmémorisation de ce que tu apprends, tu retiens, et en même temps, juste après que c'est fini, que tu passes à un autre texte, alors après dans le train, là, t'es dans le RER, t'es comme ça, faut pas d'illusion. Mais sinon, imagine que je me souvienne de ces milliers et milliers de textes. Tu sais, c'est un truc psychique aussi, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, je sais pas quoi, cette nécessité de construire l'oubli. Donc, quand tu reçois ces textes qui t'arrivent, et là, pour moi, c'est pas quelque chose où j'aurais accédé à un autre niveau. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je dois essayer de comprendre comme d'un déplacement qui s'est imposé à moi et qui s'est construit, là aussi, pragmatiquement, arbitrairement. Et est-ce qu'il y a une bascule, un lien, un antagonisme entre cette pratique vivante de l'atelier d'écriture et l'écriture pour soi? Non, je crois que ce que j'ai appris de l'atelier d'écriture, et là,
j'en ai pas parlé beaucoup, pas parlé souvent, mais en tout cas, pour moi, c'est hyper profond. C'est-à-dire que ce surgissement, moi, par exemple, ça avec des universitaires, par contre, on a échangé plusieurs fois là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas la question du retravail d'un premier jet qui serait une sorte de brouillon et qu'on remalaxerait. Non, moi, la construction des ateliers, et en tout cas plein là, des propositions là, que je m'échine à travailler sur tiers-livre, c'est comment travailler sur l'amont de la prise d'écriture. Comment préparer, nourrir, rendre nécessaire le basculement. Et le basculement, c'est là, dans ce qui va naître là, directement sous ton... même si maintenant, pour moi, dédicace Éric Poindron, c'est ça, hop là, le violon. Comprendre, là aussi, rétrospectivement, comment le premier jet a déterminé quelque chose d'obligatoire. Il s'agit de cheminer dans qu'est-ce qui vient de se passer arbitrairement dans le premier jet. Et donc, savoir le recevoir avec c'est quoi la syntaxe, c'est quoi la grammaire, c'est quoi la musique, c'est quoi l'environnement de lecture et de forme, c'est-à-dire cet arbitraire, ça inscrit ce texte dans l'immense gamme de la bibliothèque contemporaine, dans quel univers de tentative. Et ça, c'est toujours rétrospectivement depuis là. Le mystère de ce premier jet, encore instable, fragile, bancal, mais c'est ce rétrospectivement qui est important. Et ça, c'est une suite de catégories, même si c'est un truc de 10 lignes ou 15 lignes. C'est construit comment? Il y a quelles inflexions? C'est-à-dire à quel moment, par exemple, on commence, et puis à un moment donné, s'impose ce qui va être le schème dominant de ce qui s'écrit. Peut-être que ce schème dominant, il va falloir retravailler un peu pour qu'il s'annonce dès le début. Donc ça, y être attentif. Savoir les questions de temps référentiel, de temps récit, c'est élémentaire. Mais tout ça, c'est simultané, même si sur une toute petite fraction de texte. Et rétrospectivement, c'est ça dont on installe, on l'installe rétrospectivement comme étant ce qu'on doit prendre en compte maintenant, intentionnellement, volontairement, pour constituer le texte comme projet, devant soi, hors de soi, et donc lieu de l'établi. Ce serait pas passionnant, ça? Pour moi, ça l'a toujours été. Et ça continue de l'être, et peut-être que je commence à comprendre un peu mieux ça. Je rouvre mon ordi, je reprends ma petite enceinte, et on se réécoute ces quelques secondes. T'es prêt? On est tous les deux, là. Quand tu lis comme ça, là, tu as aussi... je veux dire, c'est une question vraiment bête, hein, je vais te poser. Mais tu as la compréhension du texte en même temps que la vision graphique des... Alors, très clairement. Et là, ça fait quasi 20 minutes que je parle. Est-ce que je suis encore dans le clair? Non. Alors, ce qu'il appelle le lire graphique, la composition graphique. Je trouve que c'est ça, c'est ce recul instantané sur comment ça s'écrit et quels composants. Et ça, pour moi, si un texte fonctionne, c'est quand chaque endroit, il fonctionne. Ce qui ne veut pas dire, il y a des lettres célèbres de ça sur Flaubert, c'est-à-dire prend, je ne sais plus quel auteur latin qui dit Quandos bonus sumiros dormicat, je ne saurais pas le dire. C'est parfois le bon Homère s'endort. C'est-à-dire qu'il y a des moments faibles dans Homère. Il y en a aussi dans Victor Hugo et Flaubert. Là, il a cette lettre où il dit mais non, il s'agit d'accepter que dans un livre, il y ait ces moments-là de repos, des moments là où justement tu laisses se faire. Là. Donc il ne s'agit pas d'aller normer un texte en le peignant, là, en l'étarquant, etc. C'est plus compliqué que ça. Il y a des moments comme ça d'organiser des souffles. Mais là, la question, c'est que je lis un texte. Et là, il ne s'agit plus d'un texte d'atelier d'écriture. Il s'agit d'un livre
Je pense que quand je fais cet atelier hebdo chaque semaine, là, on a travaillé sur un livre de Judith Viard, on a travaillé sur un livre de Sophie Lucas, et ainsi de suite, chaque semaine, c'est pas comme ça. Ce que j'essaye de présenter, c'est en quoi ce livre tire son instance de nécessité, c'est arbitraire de sa composition ou de sa singularité, qu'on puisse l'énoncer, cette singularité, qu'on puisse parvenir à l'énoncer. Parce que ça aussi, c'est rétrospectif. C'est depuis ce qu'on a écrit qu'on va installer. Et quand je lis un livre, est-ce que maintenant j'arrive à me dispenser? Est-ce que j'arrive à mettre ça au repos? Là, récemment, je lisais des nouvelles de Philip K. Dick. Je n'ai jamais mis le nez dans Philip K. Dick, en tout cas pas les nouvelles. Évidemment, tu es pris par cette tension linéaire. Et là, peut-être, j'arrive à oublier. Quand je traduis H.P. Lovecraft, c'est fondamental pour moi d'avoir ces moments-là. Toujours, même si c'est le podcast là, qui prend le dessus et que le reste avance beaucoup plus lentement, je crois que j'ai toujours traduit Lovecraft phrase après phrase. C'est-à-dire en quoi une phrase tient parce qu'elle ignore la précédente et qu'elle ignore la suivante. Ça tombe bien, lui, il les construit comme souvent des symétries avec un petit point-virgule au milieu. Et c'est dans cette valeur autonome de la phrase que tout le livre est contenu dans chaque phrase. Et se construit comme le fait qu'à la fin, la résolution rendra rétrospectivement obligatoire ce qui s'est passé dans cette phrase. Si cette phrase manquait, l'histoire est arquée de cette façon-là, elle ne tiendrait pas de la même façon. Donc je suis conscient que maintenant, ce travail-là sur le lieu précis, le lieu singulier du texte, peut, pour moi, occulter ou remplacer le mouvement général. C'est-à-dire, alors on fait aussi sur Tiers Livre, on a des séances qu'on appelle le manuscrit et projet. Ça fait 2 ans et c'est devenu aussi quelque chose de tellement important. C'est-à-dire, là, parmi notre petit groupe, c'est un livre qui est juste un projet à l'état d'ébauche, où il est encore tellement incomplet, ou alors au contraire, un texte qui est prêt à être envoyé là dans les circuits éditoriaux, et puis on se le donne à lire, en général une dizaine de jours à l'avance, et puis quand vous avez 2 PDF de 130 pages à vous ajouter là à vos pratiques, vous, d'écriture, de lecture, c'est pas évident. Et dans notre petit groupe, on a plusieurs personnes, j'en parlais directement là, dans cette conversation, qui lit quelle histoire elle a reçue. Et en lisant quelle histoire elle a reçue, elle arrive à installer un univers avec des résonances, avec des manques éventuels, avec des équilibres. Et là, moi je suis parfaitement conscient que je ne suis plus apte à rejoindre un récit par la linéarité de son histoire. Histoire au sens fort, au sens de Bernard-Marie Coltès. On a besoin d'histoire. Je ne parle pas intrigue, je ne parle pas action, je ne parle pas arc des personnages, etc. J'arrive à le retrouver là, dans ma constellation de petites plaques qui s'organisent pour que, quand elles tombent droit, il y a la lecture linéaire. Et que l'histoire, pour moi, se constitue comme fait rétrospectif à l'écriture. Ça n'empêche pas de travailler sur à chaque passage, comment il se relie, comment il anticipe, de quoi il hérite, mais surtout, quel écart il fabrique. Si on lit Proust, c'est des suites de séquences de 10, 12 pages, totalement autonomes. Il y a toute une séquence où on va régulièrement chez les Swann, quand le petit narrateur essaye de se faire bien recevoir de Gilberte. Et puis, de l'autre côté, il y a l'écrivain Bergotte. Et puis, tout d'un coup, il y a un dîner chez les Swann où le petit narrateur est invité à dîner avec Bergotte. Mais quand on le lit, on s'aperçoit que c'est pas un dîner, c'est 6, 8 dîners sur une période qui peut-être va être un hiver ou 2 hivers. Et jamais ailleurs, dans la recherche du temps perdu, on ne reparlera des dîners avec Bergotte chez les Swann.
c'est une entité autonome, indépendante, qui vient là comme cette petite plaque, cette suite de plaques qui s'organise en architecture pour dessiner la spirale. Alors, la question, là, toujours j'ai le prénom qui me remonte à la bouche et je m'interdis de le prononcer, c'est est-ce que cette vision technique d'un manuscrit m'empêche d'aborder l'écriture par sa construction d'histoire? Et j'ai répondu en l'admettant. J'ai dit, méfie-toi de mon approche. Parce que mon approche est aveugle sur ce point-là, que sa question mettait là directement en avant, alors que d'autres, donc je citais l'une parmi nous, font de cette approche leur mode d'entrer dans le dialogue sur le livre qui se constitue. Et là, nous, moi je suis petit-fils de garagiste, quelque part, pour moi, travailler sur un texte, on ouvre le capot. On ouvre le capot et un moteur, on ouvre le capot, on lance le démarreur, encore souvenir, comment tu appuies sur l'accélérateur, parce que qu'est-ce que tu vas écouter? Qu'est-ce qu'il écoutait mon grand-père? Les culbuteurs, le Delco, l'arbre à cam. Tu l'entends tout ça dans le ronflement d'une mécanique. Alors pardonnez-moi la métaphore, elle est certainement un peu dépassée aujourd'hui. Mais ce travail à capot ouvert, ouais, j'admets que ce soit mon rapport au texte. Après, ça marche ton truc? Ok, on referme. Tiens, je te redonne la clé. Vas-y, bon voyage. Est-ce que j'ai la possibilité intérieure d'une approche différente? C'est ce que sa question, j'allais dire dans sa brutalité. Tu as vu tout comment il prend ses précautions. François, je vais te poser une question bête. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je crois que quelque part, même, je pourrais aller jusqu'à encore plus loin. J'ai besoin de ce non-comprendre, parce que si ce non-comprendre m'ouvre la rigueur, la multiplicité des fonctionnements, alors à ce moment-là, comprendre sera la pleine liberté autonome du lecteur. Alors pour moi, le souvenir de ces 6 ans école d'art à Cergy, de mes 60 à mes presque 67 ballets, j'ai pas demandé à prolonger, alors j'aurais pu faire encore une année, mais j'avais maintenant hâte de retrouver mon atelier. C'était donc le mercredi, ce long atelier, je revenais le lendemain matin, ou le mercredi matin, ça dépendait... Plutôt le mercredi matin, un truc de littérature. Pendant 1 heure, je parlais, 1 heure chrono. Littérature express, ça s'appelait. T'es là à 10h15, c'est bon, mais à 10h16, tu rentres plus. Et puis moi, j'arrêtais à 11h15, 10h45, 11h45, je sais plus. Il fallait leur laisser le temps d'arriver, ces petits étudiants. Mais si c'était même, j'en jouais, en plein milieu d'une phrase, hop là, c'était 45, j'arrêtais. 1 heure, littérature express. Et là, pour moi, ça aussi, ça faisait partie du labo. L'atelier l'après-midi, avec 40, 50 minutes, où j'expliquais ce que j'attendais. C'est important aussi, on déclenche, on voit bien, on pense très lourd à ce qu'a écrit un tel, ce qu'a écrit une telle, ce qu'a écrit un tel. Et donc, on anticipe, là, dans l'exposé de la proposition, ce qu'on sait, là, des écritures en cours. Et puis, le jeudi... on travaillait aussi sur les mémoires, mais c'était une salle qui s'intitule numéro 303, une grande salle avec des ordi. Ça veut dire que chacun venait là, et que moi j'étais au fond, et puis soit plus ou moins en s'écoutant les uns les autres, obtenir qu'ils s'écoutent les uns les autres, c'est pas toujours facile, mais en même temps on parlait à voix haute et on projetait sur le mur, eh bien tu discutes individuellement là de comment s'écrit le texte et comment avance l'écriture du texte. C'est pas un contexte simple parce que ensuite tu sais qu'il y a un grand fossé, c'est-à-dire que là, celle ou celui avec qui tu travailles, c'est peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans après que va surgir ce qui pour lui là est le bloc de basalte et de lave, comme dit Mallarmé. Mais cette lecture-là, ça veut dire que devant toi, là, dans le temps du rendez-vous, imagine qu'on parle 40 minutes.
eh ben, tu es livré à un manuscrit complexe et tu dois l'analyser sans lecture linéaire préalable. Est-ce que ça invalide la discussion? Et en gros, la part invisible de ça, c'est ce que tu dois travailler sur toi-même et en toi-même pour appréhender un objet littéraire en tant que construction. Et en tant que construction, ça veut dire les outils, les dispositifs pour le construire. Si on est dans les métaphores, il y a un immeuble qui se bâtit à côté, ben, il y a les camions de ciment, il y a le grutier qui monte à 8h, qui redescend à 12h, qui remonte à 13h et qui redescend à 16h30. Et puis, ben, il y a les gars là, qui sont en train de foutre leur treillis pour les dalles, et puis qui amènent les éléments précontraints. Bon, on ne va pas entrer plus bêtement dans ce genre de métaphore, mais le visage, est-ce qu'un livre a un visage? Est-ce que c'est de la lecture rapide? Non. C'est pouvoir reconnaître dans un objet qui produit une linéarité comme étant son terme, là où le livre se réalise par la publication et devient l'affaire du lecteur, c'est ce parcours linéaire. Mais ce parcours linéaire, il est une composition musicale, il a une construction, il a les questions de statut des personnages, de statut de la voix, de figure de l'auteur. Et petit à petit, cette grammaire, est-ce que je suis capable de la formuler? Mais je crois que ce qui me rend, moi aussi, précieux, par exemple ces séances là où on discute de livres en gestation, c'est précisément que cette grammaire se reconstitue à chaque expérience d'appréhension d'un nouveau texte et où se rejoue là la reformulation de cette grammaire en fonction de précisément la singularité de chaque texte qui s'ouvre. Alors, est-ce que je lis linéairement 2 PDF de 130 pages ou est-ce que justement, pour moi l'approche c'est pas là de tenir, bon je parle PDF mais petit à petit on s'éduque aussi à travailler avec écran, à condition justement, moi que j'ai une dalle 27 pouces, où en école on projetait de toute façon au mur, c'est par la projection au mur grand format qu'on voyait l'échelle de la phrase, l'échelle du chapitre, l'échelle... Donc le numérique, c'est aussi s'éduquer à se rendre possible l'approche numérique d'un texte. Mais quand c'était machine à écrire, et puis Tipex, et puis refaire, ou les liasses là, de Louis-Ferdinand Céline, ça change pas grand-chose. Mais est-ce que je lis un PDF comme je lis une histoire de Philippe K. Dick, ou bien, c'est que moi, tout là... truc d'hygiène et de survie, c'est que ce machin-là, bon, je m'en sers jamais comme téléphone, mais il a besoin d'être toujours là parce que t'as un SMS, t'as un machin, t'as un truc, il faut valider, là, le truc que t'as... Et bon, plus l'usage, évidemment, privé, mais il y a un moment où, le soir, ordi éteint, téléphone ne bouge plus, et moi, je m'en vais, je lis encore numérique, attention, là, je lis sur Kindle, parce que mon Kindle, c'est ce qui me permet de lire dans la nuit sans lumière, et c'est des longues lectures, là, je crève d'envie là, de vite rebifurquer sur mon Proust annuel, mais là, en ce moment, c'est une relecture intégrale des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, et quel bien, ça fait, alors c'est quoi, c'est 30, c'est 40 minutes, oui, mais là, il y a ce jeu linéaire qui se refait. Je m'abandonne à cette question du linéaire. Et peut-être que ce que j'entends chez ces auteurs, les Saint-Simon, les Chateaubriand, même Balzac ou les Proust, c'est en quoi le linéaire convoque en permanence l'ensemble de la question de l'écriture. En tout cas, ça égalise totalement Saint-Simon, Chateaubriand, Proust et Chateaubriand étant des lecteurs urgent et continu de Saint-Simon. Là, je vais m'en tenir là. Mais vous voyez, la réponse, là, donc à mon interlocuteur hier matin, je vais vous repasser une dernière fois sa question en conclusion. J'ai aussi l'enregistrement de ma réponse, toute décousue, principalement dans le choc justement que ça m'a fait. C'est-à-dire, est-ce que
ma façon d'appréhender ce qu'il dit graphique, c'est-à-dire là de souligner, mais oui, parce que par exemple c'est un petit lapsus d'orthographe qui peut déclencher que, etc., ou la lecture par occurrence. Là, moi je travaille toujours avec les occurrences. Tu as un truc là, tiens, comment tu utilises le conditionnel? Tu mets sur ton moteur de recherche RAIT un blanc, et tu cherches RAIT un blanc, et tout d'un coup tu vois surgir la question du conditionnel dans l'ensemble du texte. Mais sur quoi tu vas travailler? Sur la question de l'illusion de réel, et sur la question de qu'est-ce que tu demandes comme pacte au lecteur, un pacte qui précisément passe par le fait qu'à chaque endroit que tu lis, on est dans quelque chose qui fait partie de l'illusion d'un réel. Donc ce travail par occurrence, tu cherches mais donc tu mets vraiment, ou en fait, et bam bam bam, et donc ce travail par, j'allais dire par grille, comment tu travailles, comment ils font les tout-bibles avec leur scanner et leur machin d'imagerie. Oui, on apprend à travailler avec des outils d'imagerie du texte. Et là, dans sa question, il y avait ça, l'image graphique. Est-ce que cette approche m'interdit la compréhension de l'histoire? Et la réponse serait très claire. Si j'assume que l'histoire, même dans le livre le plus linéaire qu'il soit, Simenon, est une construction rétrospective, c'est-à-dire le chemin de sa propre découverte par l'auteur, alors le ne pas comprendre l'histoire, de ne pas s'en servir comme passerelle ou comme tunnel d'accès, ou toutes les métaphores qu'on voudrait, pour entrer dans la compréhension du texte. Oui, j'ai besoin de formaliser ou de formuler l'ensemble de ces paramètres qui sont pour moi la lecture non linéaire. Et si c'est au détriment de passer par l'histoire, sinon comme construction rétrospective, je l'assume. Voilà, c'était un podcast important pour moi. Je l'assume tel quel. Merci à mon interlocuteur. Je vous fais réécouter une dernière fois sa question, et je laisse défiler 3 minutes, on n'est plus à ça près, avec tout le temps. De toute façon, peut-être vous êtes déjà parti. Non, puisque vous êtes encore là. Bête, François, comme on est tous les deux, là, quand tu lis comme ça, là, tu as aussi, je veux dire, c'est une question vraiment bête, je vais te poser, mais tu as la compréhension du texte en même temps que la vision graphique des... Alors, très clairement, moi, ça m'aide. Tu sais, quand on fait manuscrit et projet, que je vois comment Elena, elle lit les textes. Oui. Elle lit l'histoire, elle lit la narration. Oui. Et moi, j'ai perdu ça. Ah. Si je suis dans Dostoïevski ou autre, ça va. Mais quand je suis dans un manus, je lis la construction, je lis l'intention, je lis le truc comme ça. J'ai énormément de mal à me refaire la partie narrative. Mais je ne sais pas comment faire d'autre, parce que je pense que c'est lié aussi à comment moi je travaille maintenant, plus sur des fragments, des trucs comme ça aussi. Donc c'est une question que je vis un peu, pas douloureusement, mais je suis bien conscient que j'ai beaucoup de mal à appréhender un texte par sa narration. Okay. Par contre, je retrouve la narration sur des choses plus courtes, techniques. Et ça, je pense aussi, toi, à l'école d'art, pendant 5 ans, quand tu te chopes un après-midi par semaine, où tu as toujours le gars qui vient, et puis, le gars et les filles, c'est comment le travail, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à machin, etc. Je suis dans un envers de la lecture, quoi. Ok. Je m'en doutais un peu, mais j'étais pas sûr. Ouais, après, c'est apprendre ou à laisser, quoi. Mais j'ai mis beaucoup plus la composition et l'intention que l'histoire, pour moi, elle était une résultante. Mais dans mes propres bouquins, j'ai jamais fait autrement, quoi. Ah, tu faisais pareil dans tes propres bouquins aussi? Pour moi, l'histoire a toujours été une résultante. Et c'est quand même très original comme démarche, parce que
Je sais pas, j'ai lu beaucoup de livres d'auteurs et rarement ils expliquent ça comme ça.